reprendre l'énumération après, puisque j'entends Gilles qui vient de nous rejoindre. Gilles, ça va? Ça va et toi? Ça va, ça va. Alors attends, je vais arrêter le partage d'écran. Ok. Et Moi, je partage pas d'image, hein, donc ou alors peut-être des graphes tout à l'heure si tu veux que je présente des choses. ok, ça marche, comme tu le sens. Ça va? Bien, bah oui, oui, très bien. Bonjour à tous, toute la communauté Vidéo Bourse. Alors, Gilles Santacreux du site boursicoté.com, on en a beaucoup parlé depuis tout à l'heure et je vous ai montré plusieurs exemples des stratégies qu'il a mis en place. En effet, Gilles, le live du jour, c'est dédié au trading automatique, son évolution et ce qui se fait aujourd'hui, ce qu'il y a d'intéressant, etc. Donc toi, déjà, est-ce que tu peux nous décrire, notamment sur la stratégie qui fonctionne depuis mars 2014, ce que tu as mis en place et comment tu gères ce compte? Bah, alors à la base, hein, bon, c'est quelque chose que j'ai souvent expliqué, hein, quand on me demande la manière dont j'ai mis en place cette stratégie, c'est que rien que dans les commentaires que je vois sur le chat, bah en fait, je trouve, c'est mon opinion personnelle, qu'il y a beaucoup d'erreurs. Au moment où je suis revenu, tu étais en train de parler justement du comment on appelle ça, du profit factor. Beaucoup de gens me disent et me critiquent, bon un peu moins maintenant, mais surtout au début, comme quoi le profit factor était trop faible, hein, parce qu'il a toujours été au niveau des 1,20. Et en fait, il y a énormément comme ça d'a priori qui sont totalement faux. Alors le profit factor, en fait, c'est loin d'être une composante majeure. Il y a des choses qui sont beaucoup plus importantes que ça lorsqu'on présente des stratégies de trading automatique. Et en fait, là où beaucoup font l'erreur justement du trading automatique, et même dans ta description tout à l'heure du système eToro, je crois, il y a quelque chose qui n'est pas bon et qui va pas dans le sens d'une performance pérenne. Je m'explique. La stratégie que j'ai mise en place, elle part du principe que, en fait, c'est plusieurs robots qui tournent sur plusieurs sous-jacents, sur plusieurs stratégies. Le but étant que les stratégies différentes sont complémentaires entre elles. C'est-à-dire que si on définit par exemple trois familles de stratégies, eh bien on va avoir des stratégies qui vont être plus rentables que d'autres sur certaines périodes en fonction du type de marché. Si on a, par exemple, j'ai basé cette stratégie autour de la variation de la volatilité. J'ai des stratégies qui fonctionnent en basse volatilité, d'autres qui fonctionnent en haute volatilité, d'autres en volatilité un peu moins forte. À partir du moment où on va avoir un marché peu volatile, par exemple, les stratégies donc qui fonctionnent dans la faible volatilité vont performer, mais les autres, celles qui marchent en forte volatilité, vont perdre de l'argent. Ce qui explique dans un premier temps le profit factor de 1,20, parce qu'en fait là où je vais gagner beaucoup d'argent sur une stratégie, je vais en reperdre de l'autre côté, et donc en fait je vais jamais avoir une performance exponentielle comme tu vois sur certains systèmes, c'est-à-dire qu'il va toujours y avoir en fait une moyenne de plusieurs stratégies qui va se créer. Et c'est quand tu vois le lissage en fait des performances que l'on voit normalement plus sur des stratégies à base de martingale, en fait, c'est justement ce qui découle de cette régularité. Elle découle justement de cette diversification dans les stratégies. Et quand j'entends qu'on part du principe que sur un panel de stratégies, on va écarter les moins bons pour ne garder que les meilleurs, en fait, là aussi, c'est une erreur. Il faudrait plutôt chercher à savoir comment fonctionnent les stratégies pour essayer justement d'investir dans des stratégies complémentaires. Et au lieu d'avoir une vision segmentée où on se dit tiens, telle stratégie fonctionne pas, donc je vais enlever celle qui fonctionne pas pour garder celle qui fonctionne, regarder plutôt l'évolution des résultats d'une manière globale en se disant mon panel de stratégies fonctionne correctement et me dégage de la performance. Un petit peu comme quand tu construis un panier d'actions, par exemple pour construire ton PEA, etc., tu vas pas tout mettre sur le même secteur, c'est-à-dire que tu vas prendre un petit peu de utility, un petit peu d'énergétique, un petit peu de bancaire, un petit peu de défensive, etc. Mais là, en fait, tu fais exactement la même chose. Tes actions, quand tu en prends des diversifiées, elles ne réagissent pas toutes de la même manière selon le type de marché. Et là, c'est exactement pareil, sauf que tu fais ça avec des stratégies et qu'en plus, tu diversifies sur plusieurs paires de devises pour justement ne pas trop porter ton risque sur un seul sous-jacent, la composante dollar ou euro, par exemple. Et en fait,
je dirais la clé de la stratégie, elle est plus dans la diversification que dans la complexité de la stratégie en elle-même. Il y a deux composantes essentielles dans la construction de la stratégie telle que vous avez vu le résultat tout à l'heure et qui tourne depuis maintenant 3 ans. C'est donc la première composante, je viens de l'expliquer, c'est la diversification. Diversification, mais qui se fait sur une certaine complémentarité des stratégies entre elles, et surtout money management. Après, en termes de money management, effectivement, moi j'ai la chance de ne pas avoir, je suis un petit peu comme toi, je t'entendais parler tout à l'heure, j'ai pas fait mes études dans la finance et je suis vraiment parti avec un regard neuf. Et je suis pas parti de certains concepts, de certains dogmes qui te disent qu'il faut toujours gagner 2 fois plus que ce que tu risques. J'ai vraiment été, je me suis servi des backtests pour explorer énormément de possibilités, sachant que c'était mon backtest en fait qui justement me disait qu'est-ce qui fonctionnait, qu'est-ce qui ne fonctionnait pas. Et en fait, on se rend compte que en fonction des stratégies qu'on utilise, eh bien, si tu prends par exemple une stratégie contrariante, tu vas prendre plus de risques que ce que tu vas gagner, mais tu vas agir sur ton taux de réussite. Ou alors, si tu prends par exemple des stratégies de tendance ou de breakout, là effectivement, tu vas risquer beaucoup moins que ce que potentiellement tu peux gagner. Par contre, comme le marché est plus souvent en range qu'en tendance, eh bien, tu vas avoir un pourcentage de trade qui sera par exemple inférieur à 50%. En fait, on peut pas tout avoir. On peut pas avoir la stratégie qui gagne à 80% et qui ne risque 2 fois moins que ce qu'elle va gagner. Ça, c'est le saint Graal, c'est la pierre philosophale. Alors, je dis on ne peut pas l'avoir. Moi, je n'ai jamais trouvé. Mais par contre, en diversifiant ce risque, en diversifiant ses approches et les sous-jacents, ben, j'arrive avec des stratégies qui sont très très simples à avoir une performance qui dure. Et je voyais tout à l'heure quelqu'un qui me demandait 3 ans en trading automatique, c'est pas possible, etc. Ça fait 3 ans que l'approche tourne 100% en automatique, que je n'ai quasiment pas, parce que ça m'est arrivé de couper, par exemple, une position qui restait ouverte le vendredi soir juste avant la clôture du marché des monnaies. Je veux dire, l'intervention est à 99,90% automatisée. Alors, ouais, est-ce que tu as apporté des modifications ou c'est la même version que tu avais lancée il y a 3 ans? Parce que je sais que tu utilises plusieurs stratégies au sein de ce compte. Les stratégies, des modifications non, des évolutions oui. C'est-à-dire que la stratégie dans son ensemble, elle est quasiment identique à ce qu'elle était au début. Dès le début, j'ai mis en place ce système d'autocompensation, cette idée d'utiliser plusieurs stratégies complémentaires pour essayer de capter un maximum de phases de marché. De temps en temps, ça ne marche pas. Tu soulignais tout à l'heure qu'il y avait des phases de stabilisation ou même des phases de perte. C'est normal, hein. Il y a des moments où, les stratégies n'arrivent pas à se compenser suffisamment pour dégager toujours un gain global. Mais dans l'ensemble, en fait, je suis parti du principe que l'environnement de trading qui me fera perdre sur le long terme est un environnement très peu probable. Voilà. C'est-à-dire que je me suis mis dans et en plus il faudrait que ce soit un environnement très peu probable, et en plus il faudrait que ça dure longtemps. Parce que la deuxième composante, donc, c'est le money management. C'est-à-dire que j'ai vraiment un money management où je risque très très peu d'argent sur chaque trade. C'est-à-dire que aucune des positions que je passe sur ces comptes, donc sur le compte de base, hein, qui est le compte Elbic Forex FOMO que tu présentais tout à l'heure, aucun trade au jour d'aujourd'hui ne dépasse un risque de 0,5% du capital total. Donc c'est vraiment ces deux composantes-là qui sont principales, à savoir la diversification, le money management, vraiment l'approche stratégique. Je te le dis franchement, elle est secondaire. Alors, par contre, à mon avis, mais après chacun son point de vue, mais les solutions développées par DarwinX ou eToro en ce moment, ça va vraiment être quelque chose d'exceptionnel puisque et c'est déjà quelque chose de super intéressant. Par exemple, DarwinX, ça fait peut-être un an et demi que ça a démarré et c'est quand même des solutions super intéressantes puisque eux, côté courtier, alors DarwinX c'est un courtier récent, mais par exemple eToro, ils ont des millions, ils se réclament d'avoir des millions d'utilisateurs à travers le monde, etc. Ils peuvent faire une sélection justement des stratégies qui fonctionnent, qui sont vraiment une part minime
sur la globalité des traders. Bon, on connaît tous les statistiques par rapport au trading, notamment sur produits à effet de levier, etc. À partir de cette partie, on va dire 5% de traders qui ont des bons résultats sur le long terme, ils appliquent ensuite un choix, une sélection. Et après, c'est aussi à l'utilisateur de sélectionner un peu comme un fond de fond les stratégies sur lesquelles il veut appliquer et mettre en place, allouer pardon son capital. Alors toi, là par exemple, tu es sur MQL5 et tu as 194 000 dollars, j'ai vu, qui te suivent, ce qui est conséquent. Le gars, il peut allouer, par exemple, s'il a 1 million, 100 000 dollars sur la stratégie de Gilles, 100 000 dollars sur la stratégie d'un trader allemand qui a des bons résultats, etc. Et moi, je pense que ces idées de diversification, en plus couplées, par exemple, dans le cas de Darwinex, à des coupes-circuits si un trader discrétionnaire notamment pète les plombs, parce que ça aussi c'est quelque chose qui est observé au niveau du trading discrétionnaire, des mecs qui vont avoir des bons résultats pendant 2 ans, et puis en un mois ou en quelques mois ils vont vraiment péter les plombs. Ça, en l'occurrence, dans le cas du trading automatique, on n'a pas ce problème. Mais moi, à mon avis, ce qui se développe de ce côté-là, c'est quand même des choses assez puissantes de sélection et de suivi uniquement des meilleurs traders. Alors, je te coupe, Fabien. J'ai pas dit que c'était des mauvais systèmes. Au contraire, je trouve que ce sont des très bons systèmes. Ce que j'ai dit, c'est que c'était mal utilisé. Je pense qu'au lieu d'écarter les mauvais traders et de garder les meilleurs, il faudrait plus avoir une vision sur ce que fait le trader, dans quel marché il est performant, parce que n'importe quel trader ne peut pas être performant dans tous les marchés. On a chacun notre spécialisation, on a chacun un marché qui nous convient mieux, un sous-jacent qui nous convient mieux, etc. Ce qu'il faut plutôt, c'est savoir choisir justement un panel de stratégies qui couvre je dirais le plus d'aspects possibles du marché. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'utilise plusieurs stratégies. J'ai une personne qui m'aide à concevoir, j'ai 2-3 personnes qui suivent un petit peu avec moi, et beaucoup me demandent, mais là le marché en ce moment il est, par exemple, il est peu volatile. Pourquoi tu ne coupes pas les algos qui marchent en haute volatilité? Tu aurais plus de performance. Parce que le jour où le marché va devenir volatile d'un seul coup, par essence on ne connaît pas l'avenir, donc on ne sait pas quand le marché va changer. Eh bien en fait, je vais faire beaucoup de pertes sur mes algos qui sont à faible volatilité et je n'aurai plus les algos que j'ai coupés qui marchent en forte volatilité pour compenser ça. Et là, je vais commencer à faire des pertes. Tout ça pourquoi? Parce que j'ai voulu, par exemple, surpondérer les approches qui gagnaient beaucoup et sous-pondérer les approches qui gagnaient moins. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire de Darwinex ou pas? Parce que justement, en fait, ce qui est bien, c'est que eux, ils sont conscients de toutes ces problématiques auxquelles on peut être confronté et ils proposent des tas de filtres pour Ouais. Alors, j'ai pas creusé. J'ai été en relation avec Nicolas. J'ai pas creusé, mais ce que je veux te dire, c'est que justement, si vous avez la chance alors moi, j'ai rien du tout à voir avec Darwinex, hein, mais de ce que tu m'en parles, ça a l'air assez sympa comme système. Moi, ce que je peux donner, je dirais comme conseil aux utilisateurs, c'est ne faites pas un panel de fonds qui font tous la même chose. Parce que même si ce sont les meilleurs et qui gagnent, si un jour le marché change et qu'ils sont tous sur le même type de marché, ils vont tous paumer en même temps. Essayez de choisir des comptes ou des fonctionnements ou des traders qui ont des fonctionnements totalement différents, qui sont pas sur les mêmes sous-jacents, etc. Même s'il y en a un qui paume un peu alors que l'autre gagne. Moi, je vous le dis franchement, dans l'approche que j'utilise, il y a toujours une famille d'algos qui paument pendant que l'autre gagne. Donc en fait, j'accepte toujours d'avoir une somme de pertes et une somme de gains. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est que juste la somme des gains soit toujours supérieure à la somme de pertes. C'est dans 90% le cas. Je veux dire, l'année dernière, j'ai fait un seul mois où j'ai fait vraiment une grosse perte. A priori, cette année, ça commence à être pareil parce que là, janvier, on est le 25 et je crois que je crois pas, j'en suis sûr. Je suis en perte sur ce mois-là, mais par contre, quasiment tous les autres mois où on était neutre ou gagnant.
c'est un peu comme ça, tu vois, que je vois la chose. C'est vraiment ne pas s'arrêter à vouloir trop optimiser, à tomber justement dans la suroptimisation et à dire non, je prends que ce qui marche, etc. Non, c'est accepter justement de couvrir plus d'aspects du marché et d'accepter d'avoir toujours, parce que c'est toujours le cas, des stratégies qui paument pendant que d'autres gagnent. Et ça, je m'étais déjà heurté à un certain scepticisme de la part de certains traders quand je parlais beaucoup des comment dire, des stratégies long short. Et la stratégie long short, c'est pareil, c'est-à-dire tu prends un long, tu prends un short sur deux sous-jacents différents, tu essayes de jouer sur la corrélation, et tu as toujours un actif perdant, un actif gagnant. Et beaucoup me demandaient, mais c'est débile ton approche, pourquoi tu ne prends pas que le sous-jacent qui va gagner? Je dis, bah, la réponse que j'avais, c'est, bah, je connais pas l'avenir. Donc en fait, tu vois ce que j'essaie d'expliquer? Vraiment accepter d'avoir un petit peu de perdant, un petit peu de gagnant, si les deux approches sont vraiment complémentaires. La clé, je veux dire, du gain pérenne, il est plus là que d'aller vers la meilleure stratégie. Moi, les meilleures stratégies que j'ai conçues ou que j'ai vues fonctionner, ce sont des stratégies qui sont très spécialisées. Si on te vend une approche tout terrain qui marche tout le temps, c'est pas bon. Par contre, une approche qui est très spécialisée, qui va gagner par exemple sur un type de sous-jacent, sur un type de marché, si tu en empiles plusieurs qui ont plusieurs spécificités différentes, eh bien tu vas arriver justement à être performant sur plein de stratégies. Alors certes, tu vas diluer la performance, mais avec cette diversification, et c'est ce que n'importe quel CGP ou n'importe quel organisme financier te conseille, la clé c'est quoi? La diversification. Tout le monde vous le dit. Quand tu veux investir, quand tu veux gagner de l'argent, c'est la diversification. Et ben moi j'ai fait exactement pareil avec mes algos en fait. Enfin, après, y a plein de choses à faire sur les marchés, mais effectivement, la diversification permet de vraiment lisser les courbes de résultats C'est ça. et il y a des choses vraiment intéressantes qui sont faites ces derniers temps. Alors, toi, par exemple, si on veut te suivre, ça se passe via mql5.com. Donc, les personnes allouent des fonds, comment ça se passe? Ça doit avoir leur plateforme ouverte, leur plateforme MetaTrader ouverte ou ça peut se faire automatiquement? Alors sur MQL5, non, les comptes sont reliés par les plateformes MT4. Donc en fait, quand tu as alors moi les comptes sont sur MT4, sont pas sur MT5. Quand tu as donc ton compte MT4, en fait, tu mets un login et un mot de passe pour qui est donc ton login pour accéder à la communauté MQL5. Et en fait, une fois que tu es logué, tu décides de suivre une stratégie. Et si sur ta plateforme, tu as rentré tes paramètres de login MQL5 dans la partie, je pourrais vous la faire voir si tu veux, si tout à l'heure, si je partage mon écran, eh bien, les trades seront directement copiés. Alors effectivement, il faut laisser une plateforme ouverte, donc ça impose quand même le fait d'avoir un VPS, etc. Si on veut pas laisser ouvert le PC tout le temps. Le risque principal que l'on a sur le système MQL5, c'est le slippage. On a, en fonction des courtiers, on a des cotations qui sont différentes. Et il y a des courtiers, moi des fois je me fais pourrir par des gars qui suivent mes stratégies et qui disent qu'ils ont jamais gagné un rond avec mon approche alors que moi j'en gagne. Et en fait quand je regarde, ils sont chez des courtiers qui ont des slippages monstrueux. Et donc ben voilà, le copy trading ça n'a pas que des avantages. Enfin quand c'est fait comme ça. Et bon, en plus, a priori, certains courtiers commencent à couper la fonction copy trading parce qu'il y aurait une directive européenne qui interdirait ce genre de pratique dans les tuyaux. Donc, parce que bon, moi, j'essaye d'être sérieux dans mes approches, mais il y a beaucoup en fait, 90% des approches gagnantes qui sont proposées sur MQL5 sont construites à base de martingale. Ouais. Donc, il y a un gros risque en fait. Là, actuellement, Michel Sapin, il est au salon des FinTech qui se tient au Palais Brognard à Paris. Il y a Darwinex, il y a eToro qui sont présents là-bas. À mon avis, l'idée, c'est peut-être d'encadrer, enfin, je sais pas ce qui en sortira. Il y a aussi beaucoup de grosses banques, etc. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans tout ça, les choses vont beaucoup bouger ces prochaines années. Ça va être vraiment intéressant. Et par rapport à MQL5, après, si toi, là, par exemple, tu commences à attirer des fonds conséquents, donc tu agis quelque part comme un fonds. L'activité est semblable, c'est-à-dire qu'il y a des fonds qui suivent, etc. Ce qui va être décisif, c'est le type de rémunération. Et ce qui a souvent fait défaut ces derniers temps, c'était que les fournisseurs de signaux, les traders, étaient rémunérés par rapport au volume qu'ils faisaient, donc par une partie des spreads, ou par rapport à la performance
sans fixe à côté, etc. Et là, j'ai l'impression que les choses aussi du côté des quelques gros fournisseurs de services, par exemple Darwinex, Attends, tu me donnes 2 secondes. Tu me donnes 2 secondes. Je reviens dans 2 minutes. Excuse-moi. ouais. Alors en attendant que Gilles revienne, comment il fait pour proposer son signal gratuit en réel? Normalement, c'est pas possible. Alors on demandera si tu veux. Vader les banques, voilà l'arrivée de Freebank. Orange lancera sa banque mobile, disait Phil. Excuse-moi, ça sonnait chez moi. Je suis revenu. Pas de problème. Moi, je te disais, en gros, ce qui est décisif, après, c'est le mode de rémunération des traders. Alors, Il y a des gens qui soient motivés à prendre le plus de trades possible pour gagner le plus d'argent possible. Déjà, chez MQL5, quel type de rémunération ils proposent et de manière eh ben, générale, écoute, je vais quelle te est le la faire. solution par rapport à ça? Je sais que, par exemple, eToro, eux, par rapport à leur nouveau produit, ils rémunèrent les traders uniquement au dépôt client. Donc, en gros, tu vas toucher 2% de l'ensemble des dépôts clients par an. Donc, on est sur une approche assez proche de ce qui se fait dans le De ce monde qu'il fait dans la institutionnel gestion. de la gestion de fonds. Ouais. Alors, bah, tu as 3 types de rémunération hein, dans la gestion de fonds. Tu as la rémunération donc au dépôt, tu as la rémunération à la performance et tu as la rémunération à la transaction. Alors, la chose que je voudrais dire, c'est que déjà pour les gens qui me suivent sur MQL5, moi je ne touche rien du tout. C'est-à-dire moi à la base, si j'ai fait le track record, c'était pour montrer ce que je savais faire. Mais en fait, là, sur les 192 000 dollars qui me suivent, et en fait, ça a baissé parce que là, comme ça, tu vois, tiens, je fais une parenthèse, ça illustre totalement. Alors, attends, je vais te partager mon écran. Hop. Et puis, alors, partage d'écran. Normalement, c'est celui-là. Tu me dis si on voit mon écran, là, avec Ouais, le track record. on le voit. C'est bon? On le voit ou pas? Ouais. Ok. Alors, en fait, tu vois, là normalement, moi il y a une semaine, là ici, j'avais 400 000 qui me suivaient. Et en fait, ce que je constate, c'est que quand il y a des petites phases de baisse comme on a là, tu vois, il y en a la moitié qui s'en va. Alors qu'en fait, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que là ici, la ligne rouge, c'est un petit peu comme une droite à régression linéaire. En fait, il faut plutôt investir quand on est en dessous, parce qu'on va remonter, on va prendre de la perf, que quand on est au-dessus. Et en fait, quand on est au-dessus, j'ai toujours plus d'argent que quand on est en dessous. C'est-à-dire, tu regarderas d'ici quelques semaines, si je remonte au-dessus de la ligne, eh ben, en moyenne, j'ai entre 3 et 400 000 cas. Et en fait, dès que ça paume un peu, t'en as plein qui s'en vont et qui se disent, bon, ben, on va attendre que ça regagne. Alors que tu vois, j'ai pas paumé grand-chose, hein. Sur le mois de janvier, j'ai perdu 1,67%, c'est pas énorme. Et donc, moi, si j'ai monté ce track record-là, donc fin de la parenthèse, c'est plus pour me faire connaître et pour savoir et pour montrer ce que je savais faire que pour gagner de l'argent. Tu vois mon compte, je vais te le montrer. Voilà, mon compte, tu vois là, en fait, il te verse de l'argent, mais en fait, tu vois, je ne gagne que des euros parce que je suis un petit peu actif dans la communauté, etc. Mais le système, lui, il est gratuit. C'est-à-dire que moi, ici, là, tu choisis, normalement, tu payes un abonnement. J'ai créé ce compte à un moment où les abonnements sur compte réel on pouvait les faire gratuits. Maintenant, on ne peut plus. C'est-à-dire que maintenant, à partir du moment où tu mets un compte réel en copie, eh bien, en fait, tu es obligatoirement payant, et donc le paiement minimum, c'est 20 dollars par mois. Moi, c'est quelque chose que j'ai fait vraiment plus ça pour me faire connaître. Ça a marché parce qu'effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, j'ai attiré pas mal de gens, beaucoup de professionnels qui ont essayé de surfer sur ma stratégie. Après, bon, il y a eu d'autres soucis qui ont fait que ça n'a pas forcément fonctionné comme ils voulaient, notamment à cause du slippage. Tiens, le slippage, je vais te le montrer. Ah non, alors attends, il faut que j'aille sur le bon compte. Bah si, normalement c'est bon. Ah, alors là, ils ont tout retiré parce qu'avant j'avais, ah ben voilà, 341, voilà. Et donc tu vois, il y a des brokers où il y a beaucoup plus de slippage. Voilà, il y a énormément de gens qui... Hein?
un bon outil. Tout à l'heure, quand je parlais de la communauté MQL et de la puissance de la plateforme MetaTrader, bah voilà, t'as quand même des choses super intéressantes. Par exemple, pour classer les courtiers et voir Voilà. les meilleurs courtiers, un indicateur de slippage aussi précis, c'est quand même excellent, quoi. Avec 300 Alors, de courtiers. ouais, mais là, en fait, ça va te donner le slippage du courtier que le client utilise par rapport au tien. Tu vois, les Ouais. courtiers ActiveTrade, ils sont là. Mais c'est Mm. normal. Les comptes, ils sont chez ActiveTrade. Mm. Si, par exemple, j'ouvre un compte, si le compte, il était chez, je sais pas, chez n'importe quel autre courtier, je vais pas faire la pub pour un autre, et que moi, je me plug dessus avec ActiveTrade, ça se trouve, j'aurais un slippage monstrueux, pas parce que le courtier est mauvais, mais tout simplement parce que tout simplement la cotation et les fournisseurs de liquidités du courtier ne donnent pas la même cotation. On sait tous que en fonction des courtiers, il y a des cotations qui peuvent être différentes. Là, la différence, c'est vraiment d'un courtier à l'autre, quel est le slippage qui est utilisé, quoi. Donc Ouais. moi, comme mon compte, tu vois, là, les serveurs ActiveTrade, ils sont là, ils sont dans le vert, ils sont dans les moins, enfin dans les meilleurs, parce que tu vois, c'est là où il y a le plus de trades. Et là, effectivement, il y a zéro de slippage, mais bon, t'as un trade, t'as 7 trades, t'en as pas beaucoup, quoi. Et on peut pas vraiment appeler ça un comparatif de courtier, parce qu'en fait, c'est Ah du non, mais slippage ça donne juste une par idée. rapport C'est-à-dire à... que si le gars, il a 4 points de décalage par rapport à ton courtier qui a priori est bon, si tu en as confiance et que tu l'as choisi, ActiveTrade, c'est qu'il y a un souci. Je veux dire, Bah écoute, j'ai testé mes robots chez tous les courtiers majeurs et c'est chez eux que ça marche le mieux. Donc on va pas aller chercher plus loin. ouais. Voilà. Et donc le problème c'est que alors des courtiers par exemple ActiveTrade, je crois qu'ils m'ont dit que ils allaient ou ils avaient coupé la fonction de copy trade justement pour se mettre en conformité avec la réglementation européenne qui allait venir. Je sais qu'IG a déjà coupé depuis longtemps. D'ailleurs, tu vois, ils sont pas dans la liste des courtiers. IG, ils ont coupé la fonctionnalité dans MT4. Et a priori, c'est un système qui est aussi sur la sellette parce que, bah, comme dans beaucoup de choses, il y a eu trop d'abus. Alors ça, je Voilà. sais pas si c'est les abus ou plus les fonds classiques qui voudront se protéger parce que, comme tu le sais, c'est une activité qui est vraiment très réglementée en France et bon, tôt ou tard, moi je pense que de toute façon ils vont venir à la concurrence, ils n'ont pas le choix. Internet Alors, verse trop leur activité. le, Mais jusqu'à maintenant, cette activité de gestion peut-être à raison, mais était très fermée, très verrouillée, etc. Ouais, Euh, alors le problème qu'on a, c'est que là, et c'est criant sur la loi Sapin 2 qui est sortie, c'est qu'en fait, on n'a pas une loi qui protège le client, on a une loi qui protège les émetteurs de produits dérivés français. Le problème qu'on a par rapport au CFD, au Forex, etc. Alors, je parle pas des options binaires qui là, c'est clairement une arnaque et il fallait faire quelque chose. Par contre, mettre dans le même panier des courtiers Forex qui font leur travail correctement, en fait, ça répond plus à une demande d'un lobby bancaire français qui voit d'un mauvais œil des fonds qui sont enlevés des comptes classiques pour aller en Angleterre ou des choses comme ça. Quand tu regardes bien, il y a exactement le même taux de gagnants, et d'ailleurs c'est une étude qu'avait fait l'AMF, il y a exactement le même pourcentage de traders gagnants ou perdants sur les CFD et Forex que sur les turbo warrants et même certains trackers. Le pourcentage est le même, avec le même type de résultat. Pourquoi on autorise les warrants et les turbo warrants et qu'on supprime le Forex et les CFD? Tout simplement parce que ça correspond à un lobby. Quand tu dis qu'il y a une concurrence et que le marché va être obligé de s'ouvrir, regarde le marché du poker en ligne. Qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, les joueurs de poker en ligne français, ils sont obligés de jouer entre eux. Moi, j'ai connu Everest Poker, c'est un exemple. Avant cette réglementation, tu pouvais jouer à toutes les heures parce que tu avais toujours un joueur dans le monde qui pouvait jouer avec toi. C'était génial. Moi, je jouais beaucoup la nuit et tu trouvais toujours entre guillemets une contrepartie. Et là, maintenant, depuis qu'ils ont sorti cette voie-là, ben, si tu veux ouvrir une table à 2-3 heures du matin, tu n'as plus personne. C'est la différence, elle est là maintenant, les joueurs, parce que on a un lobby du jeu. Enfin là, c'était donc l'État, hein, puisque les jeux sont gérés par l'État, qui a voulu cloisonner le truc. Il a dit non, bah maintenant les Français, eux, ils sont coupés du monde, ils vont pas avec les autres, ils restent entre eux. Et on assiste exactement à la même chose sur le marché des CFD et du Forex, c'est-à-dire que il y a le FCS, c'est-à-dire le régulateur anglais,
qui a sorti toute une série de mesures qui doit entrer en application au 1er avril, qui protège quelque part les clients, plutôt que de s'aligner, plutôt que l'AMF s'aligne sur la FCA en voulant, comment dire, réglementer un petit peu la chose et encadrer la chose. Non, il y a clairement une volonté d'interdire. Pour le principe, regarde, moi j'ai mon site qui est hébergé en France, je suis français, je paye mes impôts en France, pas mal d'impôts d'ailleurs, et mon site internet, donc il est soumis à la loi Sapin 2. Bon, j'ai jamais travaillé avec des brokers, comment dire, interdits. Maintenant, un site hébergé en Israël, qui parle français, qui parle de CFD, qui fait de la pub pour des brokers véreux, la loi Sapin 2 ne le touche pas. C'est-à-dire que mon site à moi, je n'ai plus le droit de faire de la publicité, alors que je travaillais pour des brokers régulés, qui en gros, si tu veux reprendre tes sous, tu les prends, et puis les pratiques litigieuses étaient proscrites. Par contre, donc moi, je suis obligé d'arrêter mes publicités. Et par contre, le site qui est hébergé à l'étranger, qui est francophone, donc qui est visité par des Français, et qui lui présente des publicités sur tous les brokers de Chypre ou d'ailleurs, qui sont totalement illicites, eux, ils ont le droit de continuer. Parce que je suis pas sûr que l'AMF va avoir le pouvoir, ne serait-ce que technique, d'interdire l'accès à un site pour qui sera hébergé, je sais pas, en Israël ou il y a même un broker d'Afrique du Sud qui m'avait appelé. Enfin, c'est une loi en fait qui est juste là pour, je sais pas trop pourquoi, mais le but premier qui était de protéger le client final, pour moi, il est totalement, il n'est pas atteint du tout, quoi. Ouais, oui, oui. Après, moi, je t'avoue que je regarde ça assez tranquillement parce que je vois mal. Disons que c'est normal qu'ils se bougent puisqu'il y a beaucoup de clients qui perdent. Après, pour l'instant, j'ai l'impression que eux-mêmes, je pense qu'ils consultent les gros acteurs du secteur qui ont les bureaux en France, là, etc. Là, ils ont dit qu'ils allaient donc simplement imposer l'obligation d'avoir des stops garantis, la protection contre les soldes négatifs. Peut-être qu'ils savent pas bien comment s'y prendre parce que voilà, peut-être pas non plus des ultra spécialistes de ce type de marché, etc. Mais qui font quelque chose pour montrer qu'ils font quelque chose. Mais bon, de toute façon, après, si c'est pas le Forex et CFD, ce sera des produits centralisés. Ça change pas la nature des produits qui sont traités, les actions, les indices, Ça ne changera pas le fond du problème. Je sais même pas s'il y a vraiment un problème. Après, c'est juste qu'il faut que les gens sachent ce qu'ils font, quoi. Parce que s'ils prennent trop de levier, etc., c'est sûr que c'est un problème. Et si tu mets la possibilité à des gens qui comprennent pas ce qu'ils font, de prendre des gros leviers, etc., ça, effectivement, c'est problématique et c'est au régulateur, 2 secondes, d'agir. Mais après, comment le faire, je sais pas, c'est pas évident. Mais bon, pour l'instant, ils font ça. On verra ce que ça donne. Exactement. J'ai l'impression, par contre, qu'il y en a moins des courtiers. Il y a quand même eu ces derniers temps plus de courtiers. Le nombre de courtiers se réduit. Tu sais, il y avait notamment dans les années 2003-2004 beaucoup de courtiers, des tout petits courtiers qui venaient d'ouvrir, etc. Maintenant, le nombre de courtiers c'est quand même limité. On a plus d'acteurs sérieux. Je sais pas, c'est l'impression que j'ai. Toi, est-ce que tu as remarqué ça aussi? Là, a priori, déjà, des courtiers, tu vas en avoir de moins en moins parce que il y a, alors je sais pas si tu te renseignes un petit peu, il y a déjà Chypre commence à faire le ménage et surtout il y a eu alors je sais plus si c'est la police financière, mais enfin l'équivalent en Israël qui a décidé d'agir. Et en fait, quand tu sais que 90% des brokers véreux en fait ont leur siège social à Chypre ou en Israël, normalement le marché devrait s'assainir. Il y a eu alors il faudrait que je te retrouve l'article, mais je suis tombé là-dessus. Là, il y a vraiment une volonté, mais clairement affichée de la part de Chypre et d'Israël, bon, qui a dû recevoir des pressions, je pense, de faire la chasse, je dirais, à toutes ces entreprises d'arnaque, quoi, parce que bon, surtout en Israël, c'était couru d'avance, quoi. Je veux dire, tu leur envoies ton argent d'une manière ou d'une autre, tu le revois jamais. Ouais, après, ouais, ça c'est la mondialisation et il y a des places qui sont bien plus laxistes que d'autres. Bon, après, la meilleure régulation au monde, c'est la FCA.
je pense, la plus compétente, etc., la plus active. Mais quelque part, après, j'ai envie de dire, malheureusement, il faut que les gens sachent ce qu'ils font aussi. Des sites ou des endroits où tu peux trouver de l'information claire et de qualité, il y en a quand même pas mal. Donc après, je pense que des gens qui se font avoir, il faut qu'ils soient protégés par l'État, mais qu'il y aura toujours des gens qui se font avoir d'une manière ou d'une autre dans tout domaine. On va voir ce que ça donne. Je comprends que l'État avec le régulateur fasse quelque chose pour protéger les épargnants. Après, c'est vrai que c'est pas forcément la meilleure chose à faire. J'ai pas plus d'avis que ça, ok, par rapport à ça. Mais pour en revenir au trading automatique, en Ouais, tout tout à cas, fait. je pense, bon, déjà que c'est quand même quelque chose d'intéressant et de positif. Moi, à mon avis, alors, toi, comment tu vois évoluer les choses par rapport à cette possibilité de suivre un autre trader, par exemple, toi, les clients qui te suivent avec 194 000 euros, des fois ça va monter à 400 000 dollars, pardon. Euh, Est-ce que c'est quelque chose que tu veux développer? Ça peut être une source de revenus conséquente si c'est bien fait et bien Ouais. géré. Alors, pour ne rien te cacher, je suis en train en ce moment d'entreprendre des démarches justement pour essayer de proposer donc que les gens suivent mon approche d'une manière légale. Alors le problème que j'ai, c'est que pour être CGP ou pour proposer de l'investissement, je n'ai pas les diplômes requis pour ne serait-ce que prétendre avoir l'agrément. Donc pour ce qui est de la France, bah, on oublie. Par contre, j'ai actuellement des contacts pour pouvoir en fait proposer pour faire en fait de la gestion de fonds, mais à partir d'une société étrangère. Donc bon, tant que les choses ne sont pas trop avancées, je vais pas trop en parler pour l'instant. Mais effectivement, c'est un objectif que je voudrais me fixer parce que je vois bien que déjà moi quand il y a des gens qui me disent qu'ils sont venus sur ma stratégie et qui sont pas contents parce qu'ils ont paumé de l'argent, quelque part moi je suis pas content non plus parce que les gens ont l'impression que c'est de ma faute alors que ça n'est pas que de ma faute. Alors c'est vrai que s'ils sont rentrés à un moment où il y a une phase de perte, bah, ils sont pas contents. Et je les comprends, mais c'est vrai que c'est pas un système qui est viable sur le long terme, notamment que certaines de mes approches sont très sensibles au spread, hein, c'est-à-dire qu'en fait il y a du scalping là-dedans. Donc si sur un profit à 2 pips, eh bien tu prends déjà un slippage d'un pip à chaque position, le jour où ça gagne, tu vas gagner moins, mais le jour où ça perd, tu vas perdre beaucoup plus. Et donc sur le long terme, tu vas pas arriver à dégager la performance. Et donc effectivement, là, mon objectif, c'est essayer maintenant de proposer justement cette performance d'une manière propre et légale. Donc effectivement, moi j'essaye de tendre un peu vers ça. Quand il y aura du nouveau, bon, bah, je t'en ferai part si ça t'intéresse. Mais effectivement, après, je sais pas comment fonctionne techniquement Darwinex. Et je sais que j'ai une autre proposition. Alors, il y a notamment alors ce site que je vais te montrer qui propose ma stratégie d'une manière légale. Donc, c'est un site allemand qui s'appelle United Signal. Et eux, donc, eux, en fait, ils m'ont connu sur MQL5. Voilà, et donc eux, ils proposent mon approche, et donc là, les gens qui peuvent ouvrir un compte et donc suivre mon approche, sachant que c'est un acteur qui a ce qu'on appelle une umbrella qui est régulée par la BaFin, donc l'organisme de régulation allemand, qui Ouais, est très sérieux aussi. ouais. Et ça, en fait, c'est accessible depuis le début du mois de janvier. Donc, j'ai pas encore trop communiqué dessus, mais les gens qui veulent justement suivre cette approche, eh bien, ils peuvent par le biais de ce site. Et le modèle de rémunération sur ce site, c'est quoi? Alors, j'ai une rémunération à la performance et je crois qu'il y a un pourcentage sur le dépôt. Donc comparable à ce qui se fait de manière classique dans l'industrie Tout à fait, ouais. d'épargne, ouais. Ok, alors pour prendre un peu de recul, puisqu'on a commencé le trading à peu près aux mêmes années, avant c'était un peu l'anarchie, on va dire, pour le trading automatique.
il y avait surtout MetaTrader et ça se faisait uniquement via des partages sur des forums, etc. Il y avait aussi beaucoup de sites commerciaux qui vendaient avec des méthodes marketing parfois même un peu marrantes, mais bon, au final, des stratégies qui étaient plus ou moins bonnes. Moi, j'ai jamais acheté d'Expert Advisor payant, mais j'en connais qui en avaient acheté. Bon, ça pouvait donner des bons résultats un petit moment, puis c'était jamais très sérieux, etc. Là, aujourd'hui, on est quand même arrivé à des solutions bien plus poussées, des systèmes de suivi audités par des sites sérieux. On peut citer MyFXBook, MQL5, je sais plus, FXStat ou des choses comme ça. C'est quand même des outils sérieux qui permettent de mieux se repérer. Chacun propose un peu ses solutions de copy trading, de classement. Et donc ça permet quand même de se repérer. Je pense qu'on a quand même une base qui est plus sérieuse qu'il y a quelques années. Et toi, qu'est-ce que tu en penses et comment tu vas évoluer les choses? Est-ce que tu penses que plus tard, ça deviendra commun d'acheter, d'investir son argent sur des stratégies plutôt que directement sur les produits comme on le fait davantage actuellement? Alors pour moi, clairement, c'est l'avenir. Je vois, il y a des commentaires sur ton chat où des gens qui disent que les robots sont en train de piquer les emplois de certains traders, etc. C'est quelque chose qui a toujours existé. C'est l'évolution, c'est le progrès technologique. Le progrès technologique ne tue pas de l'emploi. Simplement, l'emploi, on aura peut-être un peu moins de traders et un peu plus de programmeurs. Et encore que, je peux vous dire que parmi les gens qui m'entourent, je suis peut-être le plus mauvais programmeur de la bande. Le tout, c'est bien beau de se dire, d'être programmeur. Tu as beau écrire le plus beau programme que tu veux, si tu ne sais pas quoi mettre dedans, si tu n'as pas l'idée d'une stratégie justement qui te vient d'un trader, tu peux écrire le plus beau robot que tu veux, le robot, il marchera, pour moi, il marchera pas, hein, je veux dire, ou alors pour monter une stratégie qui va être rentable sur le long terme, tu vas avoir beaucoup plus de mal. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je vois beaucoup de gens, et tu en parlais tout à l'heure, de gens qui vendent leurs robots de trading. Alors moi, c'est une chose qu'on me demande souvent, combien tu vends tes robots? Mais moi, ils sont même pas à vendre les miens. Je veux dire, ou alors faut que vous ayez des moyens qui sont plus que conséquents. Je m'explique. À partir du moment où déjà on se targue d'avoir une approche dont on sait qu'elle fonctionnera tout le temps, moi je dis qu'il faut être super fort parce que même dans le milieu professionnel, on ne sait pas faire ça. Et quelque part, ça revient à connaître l'avenir. Déjà, une stratégie, personne ne peut dire qu'elle sera tout le temps gagnante. Après, juste, je me permets de te couper, mais toi, par exemple, tu as un bon exemple de démontrer que même en tant que particulier qui à la base n'a pas une formation particulière, avec du travail et avec de la recherche, tu arrives à obtenir des performances sur une période significative avec un nombre de trades conséquent et suffisant pour éprouver ta stratégie, qui donne de bons résultats comparables, voire qui n'a rien à envier et qui ferait partie des très bonnes performances de professionnels de la gestion, quoi. Bah tiens, regarde, tu vois, je vais te faire voir que ça travaille tout le temps. Là, tu vois, j'ai une optimisation en cours sur un de mes algos que j'utilise. C'est même une évolution, tu vois. Voilà, c'est le tableau qui est, voilà, c'est en cours. Il reste encore quelques heures. Effectivement, le trading automatique, c'est pas, je monte un robot et puis je pars aux Bahamas pendant 3 semaines. C'est un travail de longue haleine. C'est-à-dire que tout à l'heure, les stratégies, je te disais que je les faisais évoluer. Il y a toujours quelque chose à rajouter, il y a toujours quelque chose à tester, il y a toujours quelque chose à faire évoluer. Et effectivement, c'est un travail vraiment, c'est énormément de temps, hein. C'est-à-dire ce qu'il faut bien vous dire, c'est que c'est possible, hein. Comme tu l'as dit tout à l'heure, moi je viens pas du milieu de la finance. Je suis tombé dedans quand j'étais petit, pour reprendre une formule célèbre, mais surtout j'ai appris tout seul. J'ai commencé en faisant des pertes comme beaucoup. Je crois que je m'en suis d'ailleurs pas mal et souvent expliqué sur les interviews précédentes qui avaient été réalisées par toi d'ailleurs. Et à force de travail, effectivement, et aussi de bon sens, j'ai réussi à trouver des approches qui gagnent. Et maintenant, je suis rentable depuis quelques années. Après, voilà, pour terminer,
effectivement c'est possible de faire des approches et des robots qui fonctionnent. Je suis pas le seul, hein, je veux dire, je dis pas non plus, je suis pas le champion du monde, mais c'est possible si j'y suis arrivé, d'autres peuvent arriver à le faire. Et par contre, quelqu'un qui vous vend un robot miracle pour une centaine d'euros, posez-vous les bonnes questions. Pourquoi cette personne-là ne l'utilise pas pour elle-même? Moi, là, mon premier client, c'est moi-même. D'accord? C'est-à-dire mon premier client, moi, mon trading automatique, c'est avant tout pour faire tourner mes fonds. Après, si je peux arriver à monétiser dessus, et puis ça me donne, si vous voulez, un certain recul en disant, voilà, quand j'explique qu'une stratégie doit marcher comme ça, je suis capable de dire, ben voilà, moi je le fais sur mes comptes et voilà ce que ça donne. Ça aussi, c'est quelque chose comment dire, c'est un élément principal, c'est-à-dire, vous avez beaucoup de gens qui vous donnent des conseils de trading, mais vous connaissez pas du tout leurs résultats, ou alors ils vous balancent un fichier Excel en vous disant qu'ils ont fait 300% dans l'année. Mais il n'y a aucune preuve. Moi, le track record, voilà, le track record, les gens, ils peuvent le suivre du jour au jour le jour. Vous pouvez voir mes positions ouvertes à la seconde. Vous allez sur le site boursicoté.com, les notifications de tous les ordres qui sont passés sur le compte sont envoyées en moins d'une minute. C'est-à-dire, vous pouvez tout suivre en temps réel. Je veux dire, je pense pas comment je pourrais faire plus transparent. Et à partir de là, dites-vous bien que les robots qu'on trouve, les robots commerciaux, les approches, moi je le dis, j'ai vendu, j'en vends d'ailleurs, mais je le dis, c'est-à-dire les gens ils me disent est-ce que je suis sûr de gagner avec ça? La première chose que je leur dis c'est bah non, c'est un robot, c'est une constatation d'une performance passée qu'on essaye de répliquer sur le futur. Le tout c'est de se dire voilà, cette stratégie, elle a marché, et ben on part du principe qu'on va voir si elle va continuer à marcher. Ce qu'on est sûr c'est qu'elle a au moins marché une fois. Après, si vous utilisez, moi, les gens qui me demandent de coder des stratégies pour eux, ils me donnent les définitions de leur stratégie. Quand je fais le backtest, ça n'a jamais marché. Et les gens veulent pas me croire parce qu'ils me disent, mais si, sur un tas de forums, on voit que ça marche, etc. et tout. Et non, moi, je me rappelle, on m'a fait coder une stratégie sur un MACD. Quand j'ai codé le truc, le gars, je lui ai dit, je suis désolé, mais ça marchera jamais. Et le gars n'a jamais voulu me croire et m'a dit que j'avais mal codé son robot et d'ailleurs, il m'a jamais réglé. Donc comme ça, mais en fait, le truc c'est ça, c'est au moins vous savez, vous partez sur une approche qui a déjà fonctionné, c'est-à-dire que vous avez un recul. Après, rien ne vous dit que ça continuera à fonctionner par le passé, dans le futur, mais quelque part, je pense que vous avez plus de chances d'avoir une stratégie qui continue à fonctionner plutôt qu'une stratégie qui ne l'a jamais. Tout à l'heure, tu disais que j'avais arrêté certaines approches. Ça aussi, je m'en suis expliqué déjà par le passé. J'avais au début bâti une approche sur le CAC 40 qui était entièrement automatisée. Et puis le jour où il y a eu la mise en place du quantitative easing par Mario Draghi, c'était un élément qui venait se rajouter au marché qui n'avait jamais existé auparavant. C'était la première fois qu'il y avait un quantitative easing à l'européenne qui plus est sur l'euro. Eh bien, le résultat, il a été immédiat. L'approche ne gagnait plus du tout. C'est-à-dire que là, il y avait une composante de marché qui était venue se greffer, qui a fait que ça a totalement déréglé le marché, et cette approche-là n'a plus marché du tout. Donc, qu'est-ce que je fais? Je l'ai arrêté. Tout simplement parce que, et ça peut être aussi valable sur les approches que j'ai aujourd'hui, ça se trouve, un jour, un élément viendra se mettre sur le marché qui fera que mes approches ne fonctionneront plus. Eh ben, il faudra faire autre chose. D'accord? Mais personne ne peut vous dire que l'approche marchera tout le temps. C'est juste un pari sur l'avenir, d'essayer de répliquer ce qui s'est passé par le passé. Mais en aucun cas, il y a une assurance. Et donc, aller acheter des robots, sauf si c'est pour... Moi, les robots que je fais, c'est vraiment plus pour coder des fonctions. Mais après, c'est plus à la personne qui l'utilise d'essayer de régler, d'essayer de trouver un petit peu comment faire fonctionner cette chose-là. Mais en aucun cas, on peut vous promettre des gains ad vitam aeternam. Et je peux vous dire que mes algos, si je les avais pas fait évoluer dans le temps, je dis bien évolution parce que l'architecture reste toujours la même. Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, d'ailleurs, on le voit sur la courbe de signal. Alors, attendez, est-ce que j'ai encore le... Je vais vous montrer quelque chose. Voilà, ça doit être sur celui-là. Voilà. Vous voyez le type de courbe que l'on a sur cette partie-là, qui est différente du type de courbe que l'on avait là. Eh bien, ça, c'est le fruit d'une évolution. C'est-à-dire que j'ai intégré dans mes algos une fonction qui fait que on a beaucoup moins de drawdown que dans cette période-là. Et en plus, on a plus de performance. D'accord? On le voit, c'est-à-dire ça, c'est une évolution, par exemple. La stratégie n'a pas changé, mais j'ai intégré une fonction, avec notamment des entrées fractionnées,
qui fait que on a une meilleure entrée, un meilleur point d'entrée, avec une meilleure performance globalement. C'est ça la chose. Et en fait, en aucun cas, tac, terminé, codé, etc. Vous pouvez vous dire, ben voilà, là j'ai trouvé le Saint Graal, je vais mettre ça sur un compte, sur un VPS, et puis je vais pouvoir me payer des vacances. Non, c'est pas du tout ça. Ok, il y avait une question qui demandait si tu penses qu'un humain peut faire mieux qu'une machine ou si tu penses que le trading automatique est par essence plus efficace que le trading discrétionnaire. Moi, je pense que, comme dans beaucoup d'autres secteurs, le robot peut être mieux qu'un humain. Regardez la tendance actuelle. Si on regarde ce qui se passe dans le milieu de l'automobile. Dans le milieu de l'automobile, les premiers chiffres ils commencent à tomber. Les voitures qui sont entièrement autonomes ont moins d'accidents que les voitures qui sont conduites par des humains. L'humain, le gros problème qu'il a, c'est que justement il est humain. C'est qu'il est soumis à un affect. Il a son psy qui le guide avec ses émotions, ses hormones. Et l'humain, le problème, c'est que il n'a pas été fait pour être trader. À la base, il n'a pas non plus été fait pour conduire des voitures. Il vivait dans des arbres, il chassait, etc. Enfin bref, bon, je ne vais pas refaire l'histoire du monde, mais le fait d'être soumis à l'affect fera qu'à un moment, tu ne peux pas avoir, en tant que trader manuel, tu ne peux pas avoir toujours une intervention parfaite. Alors qu'un robot, si tu le règles pour avoir une intervention parfaite, si tu sais le programmer pour qu'il ait des conditions qui lui font prendre des positions juste au moment où tu le veux, il le fera. C'est-à-dire que le robot, lui, il va faire que ce que tu lui dis. Ce qu'il faut vous dire, c'est que tout le monde dit oui, c'est la faute des algos, les marchés sont déréglés, machin de ça. Qu'est-ce que c'est qu'un algo? C'est qu'une reproduction automatique d'une action humaine. Simplement, l'action humaine, elle est automatisée, elle est optimisée. Mais derrière chaque algo, il y a un humain derrière. L'algo qui s'autoprogramme, l'intelligence artificielle, on commence à voir certaines choses qui apparaissent, mais à la base, il y a toujours une programmation humaine derrière. Simplement, c'est une programmation qui est automatisée et qui est optimisée. Donc, à partir du moment où il y a une optimisation, personnellement, c'est mon point de vue. Je ne pense pas qu'un humain puisse faire mieux qu'un robot. Et on le voit dans beaucoup de secteurs. Le métro parisien, il y a une ligne qui est entièrement automatisée et c'est la ligne qui fonctionne le mieux. J'en ai déjà parlé. Les voitures autonomes fonctionnent mieux et ont moins d'accidents que les voitures qui sont conduites par des humains. Je parle en termes de pourcentage. Dans le milieu de l'aérien, il y a énormément de tâches que les pilotes d'avion ne font plus parce que c'est des algorithmes qui le font pour eux. Je me rappelle plus si c'est au décollage ou à l'atterrissage, mais en fait, il y a beaucoup moins de problèmes quand les setups sont automatisés et que ça répond à un fonctionnement algorithmé. Voilà, c'est pour moi l'évolution fait que plus on va vouloir tendre vers la perfection, plus il va falloir. Moi, je sais que j'ai des bien meilleurs résultats depuis que je suis en trading quasiment 100% algo que précédemment où je faisais du trading manuel avec des approches similaires. Mais simplement, les algos le font beaucoup mieux que moi. Et au début, quand j'ai lancé mes algos, j'essayais des fois d'améliorer les positions en coupant ou en déplaçant des stops ou etc. Tu vois, j'essayais d'améliorer en me disant ouais l'algo il fait ça, mais bon moi en tant qu'humain j'ai une meilleure vision, j'ai une meilleure réactivité, etc. J'ai jamais réussi sur le long terme à améliorer un algo avec mon intervention humaine. C'est-à-dire que quand je faisais le bilan au bout de quelques mois, j'ai toujours alors ponctuellement j'arrive à faire des meilleurs résultats, mais en fait sur le long terme j'ai toujours réduit la performance de l'algo avec mes interventions manuelles. Donc du coup, maintenant, je n'y touche plus du tout. Ok. Très bien. Merci Gilles en tout cas pour toutes ces précisions. Ça tombe bien que tu sois présent aujourd'hui puisque je pense que tu étais un des intervenants les plus qualifiés pour nous apporter ton témoignage et tes réponses. Juste pour conclure, si une personne souhaite allouer des fonds sur ta stratégie automatique, qu'est-ce que tu lui dirais? Est-ce que tu lui dis d'attendre que tu aies trouvé justement un compromis qui te permette de proposer légalement
tes signaux, est-ce qu'il peut te suivre d'ores et déjà sur MQL5 ou via la solution allemande que tu nous as présentée tout à l'heure? Alors, pour moi, au jour d'aujourd'hui, je lui dirais de peut-être d'attendre quelques semaines. Parce que comment dire, la solution que je suis en train de développer sera de loin la plus fiable. Elle se fera, donc il y aura une réglementation européenne, elle se fera chez un courtier qui est régulé et qui est très performant, et ça sera une vraie gestion. En fait, c'est un gérant qui a accepté, c'est un vrai gérant donc qui a accepté de prendre la responsabilité de proposer mes stratégies. Donc ça sera une vraie gestion, en fait. Et on pourrait être tenu informé sur boursicoté.com. Normalement oui, mais il se peut qu'il y ait certaines restrictions. Donc en tout cas, prendre contact avec toi si on veut savoir Voilà, tout à comment fait. faire concrètement pour allouer des fonds sur tes stratégies de trading automatique. Merci Gilles. Juste pour C'est ça. conclure, Est-ce que je peux répondre juste à deux, trois questions que je vas-y, vois sur vas-y, où tu es pris par le temps? vas-y, je t'en prie. Ouais. Alors, je vois une question. L'humain qui veut se lancer dans le trading, il peut arriver à faire des plus grosses performances que le robot? Non, ou c'est du n'importe quoi? C'est pas une question de performance. Et Fabien, tu l'as très bien dit tout à l'heure. Ce qu'il faut surtout regarder, c'est le facteur qu'il y a entre la performance et le drawdown max. Faire de la grosse performance, c'est la portée de tout le monde. Si c'est pour tout reperdre au bout de 2-3 mois parce que le drawdown il dépasse théoriquement les 100%, ça ne sert à rien. Donc, ce qu'il faut surtout regarder, c'est le ratio entre le robot et la performance. Après, j'ai pas non plus dit que mes algos étaient les meilleurs du monde. Et je pense qu'il y a peut-être des humains, notamment dans le monde professionnel, certainement, qui font des meilleures performances que moi. Je veux dire, le but déjà, c'est d'arriver à faire quelque chose de rentable. Après, de savoir si on est le champion du monde, c'est autre chose. Mais attention aux grosses performances, et c'est ça que j'ai voulu montrer avec le compte que tu montrais tout à l'heure, le Helvig Forex Como x5, c'est de montrer qu'on peut faire la grosse performance, mais surtout que le drawdown, lui, il est beaucoup plus gros. D'accord? Et j'avais vu une autre question. Alors, comment testes-tu la performance de ta stratégie? Eh ben, tout simplement, je fais énormément de backtest, c'est-à-dire j'ai un gros process qui me permet déjà de modéliser l'approche. Ensuite, je la teste sur un compte démo, puis je la teste sur mon compte réel, et ensuite je la mets sur les comptes qui servent à faire le tracking sur MQL5. Voilà. Et la dernière question que j'avais vue, c'était sur ton chat. Non, je pense que c'est tout. Alors oui, dernière chose, donc, et puis après je te laisse la parole Fabien. Pour ceux qui vont sur le site MQL5, ce qu'il faut vous dire, c'est que le site, le compte, la Helvig Forex Como, qui est gratuit, non, ça c'est le x5, voilà, celui-là qui est gratuit, il y a des choses qui ont changé. Le problème, c'est que si je modifie ne serait-ce que le titre, je suis obligé de le faire passer en abonnement à 20 $ par mois. Donc du coup, je n'apporte plus aucune modification dans la description. Donc si vous avez vraiment envie d'avoir des informations, à la limite, vaut mieux me contacter. Si c'est des informations basiques, je vous les donnerai sans problème. Mais ce qu'il y a notamment sur je me rappelle plus où est-ce que c'est ah ben non, j'avais pas pu la mettre sur celle-là. Sur l'explication, il y a des choses du coup qui ne sont plus bonnes. Hein. Mais bon, là maintenant, si je change ne serait-ce que le nom là, je suis obligé de faire passer le compte en abonnement payant. Ok. Moi, je voulais juste te demander un dernier truc, c'était par rapport Mhm. au risque. Tu as parlé d'une stratégie live comme au x5 sur laquelle tu prends beaucoup plus de risques et donc le rendement est au rendez-vous. Mhm. D'après toi, si on se classe en trois types de profils, sachant que le risque est toujours, sachant que la performance est toujours à mettre en relation avec le risque, on va dire un profil protecteur, un profil moyen et un profil agressif. Quel type de rendement on peut avoir, quel type de ratio on peut avoir. Par exemple, toi, avec ta stratégie sur les 3 ans, tu arrives à faire à peu près, on va dire, entre 15 et 20% par an régulièrement avec 10% de radon maximum. Est-ce que tu penses qu'on peut tenir ça comme base? Voilà. Alors, là, ce que tu me dis, donc, c'est sur la base du compte Helvig Forex Como. Cette stratégie, je l'ai présentée il y a 3 ans
et je vise effectivement entre 10 et 15% annuellement sans jamais dépasser les 10% de drawdown qu'on a là. Ça a été atteint la première année puisqu'on a fait 10% en 10 mois. L'année dernière, on a fait un peu moins, avec notamment un mois de décembre assez catastrophique parce qu'on était à 5% et on est redescendu à 0, sinon l'objectif était atteint. L'année dernière, on l'a dépassé. Non, pardon, l'année d'avant, donc 2015, on a été en dessous. L'année dernière, par contre, c'était excellente. L'année dernière, 20... l'année dernière, ça a été une de mes meilleures années de trading, sachant que le risque là qu'on a là, c'est vraiment le risque minimum. Et que sur mes comptes personnels, d'ailleurs j'ai fait un post là-dessus avec des copies écran de mon MyFXbook, c'était bien au-delà. Après, en fonction du profil, par exemple ma stratégie, donc celle-là, celle-ci, par le site allemand que je vous ai montré tout à l'heure, elle a été classée dans les stratégies, ils appellent ça conservatives, c'est-à-dire en fait c'est presque les stratégies défensives en fait. Alors que je veux dire qu'on arrive à faire 27% dans l'année, c'est plutôt pas mal quoi. Moi profil, je pense que moi je classerais plus le différent profil en termes de en termes de risque accepté plutôt qu'en termes de performance. C'est-à-dire quelqu'un en fait qui me demande en fait qui voudrait gagner en bourse. Moi, la première question que j'ai toujours posée, c'est qu'est-ce que tu es prêt à risquer? En fait, on prend souvent la chose à l'envers. On voit que ce qu'on veut gagner, mais on n'a pas forcément conscience de ce que l'on est prêt à perdre. Parce qu'en fait, l'investissement boursier, c'est comme tout investissement. Plus on va vouloir chercher la performance, plus il va falloir accepter de prendre des risques. C'est comme pour tout. L'immobilier, c'est pareil. Enfin bref. Et pour moi, c'est plus un risque que vraiment une stratégie où on va rechercher la performance. Et pour moi, si on a un profil peu dynamique, eh bien, on va rester aux alentours des 5% de risque donc annuel, et un profil agressif va se placer autour des 20% de risque potentiel en termes de risque de perte de capital. Entre les deux, on sera sur un profil médian, sachant que pour moi 20% c'est vraiment la limite, parce qu'en fait quand tu fais une perte de 20%, il faut que tu refasses 25% pour revenir à ta mise initiale. Et au-delà de 20%, ça devient très compliqué. C'est-à-dire, au-delà de 20%, si tu perds 25%, il faut que tu refasses 33%. Si tu perds 33%, il faut que tu refasses 50%. Tu vois, et donc plus tu vas te décaler vers le risque, plus le pourcentage que tu vas avoir à faire pour revenir à ton capital initial va être dur à faire, d'accord? Et donc au-delà de 20% de perte, ça devient très compliqué si on n'a pas une approche vraiment solide de revenir déjà à son capital initial. Donc pour moi, au-delà de 20%, on est même plus sur du risqué, on est sur du spéculatif. Ok, ouais, c'est clair. Merci Gilles pour toutes ces réponses. Vous avez le lien vers le site de Gilles qui apparaît sur les différents chats. Je te souhaite une bonne soirée et je te laisse le mot de la fin. Merci à tous, merci à toute la communauté Vidéo Bourse. Fabien, je suis à ta disposition si des fois tu as besoin de mon opinion sur certains sujets que je maîtrise, parce que si on parle fondamental, là j'aurais beaucoup moins de choses à dire, mais c'est toujours un plaisir de venir faire un tour sur Vidéo Bourse. Super. À très bientôt. Ciao.